Alors, ça dépend comment est-ce qu'on aborde la question. Oui, il y a beaucoup de boulot dans le sens où il faut reparamétrer les logiciels de paye avec les nouvelles règles qui sont entrées en vigueur au 24 avril pour les arrêts de travail qui sont intervenus depuis. Il y a beaucoup de boulot parce que au 31 mai, il va falloir regarder sur la période de référence qui vient de s'écouler pour tenir compte des arrêts de travail éventuellement intervenus avant le 24 avril et entre le 1er juin 23 et le 23 avril 24 pour voir s'il y a des règles de proratisation à effectuer. Et puis après, il y a la partie reliquat éventuel de congés payés antérieurement au 24 avril. Mais ça va être au cas par cas en fonction des demandes qui vont être formulées par les salariés. Il n'y a pas une nécessité absolue de traiter tout ça d'ici la date butoir du 31 mai. Mais bon, faut quand même connaître, assimiler, digérer ces nouvelles règles, ce qui n'est pas simple. Et puis, moi, où je vois aussi un surcroît de travail potentiel dans les entreprises, c'est tout l'aspect pédagogique qu'il va falloir dérouler auprès des représentants du personnel quand on a des représentants du personnel, auprès des salariés en tout état de cause, parce qu'encore une fois, bon, je vais m'efforcer de vous expliquer les règles, mais certaines sont quand même difficilement compréhensibles et évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Merci Nicolas, avec plaisir pour intervenir ce matin. Je vais juste introduire très très rapidement le sujet en vous disant qui je suis pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Johan Gontier, je suis avocat au barreau de Rouen, je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Epona Conseil, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en droit social. Donc le droit social, ça recouvre le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit de la protection sociale. Nous sommes conseil d'entreprise au sein du cabinet, une dizaine de personnes entièrement consacrées au conseil et à la défense des entreprises, donc en droit social, et on intervient plus globalement sur tout ce qui touche à la question des ressources humaines au sein des entreprises. Et je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de la CPME 76 et puis je suis également mandataire social CPME à l'Observatoire départemental du dialogue social de Seine-Maritime. Voilà, les présentations étant faites et pour pas perdre de temps puisque le sujet est extrêmement dense, je vous propose de démarrer dès à présent. Je vais projeter le support. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, pour les personnes qui n'ont pas désactivé leur micro, de le faire s'il vous plaît, pour éviter les bruits parasites, puisque nous allons être nombreux cet après-midi et ça va vite devenir inintelligible sinon. Donc un sujet qui est au cœur de l'actualité, ça ne vous a pas échappé. Les nouvelles règles d'acquisition des congés payés au sein des entreprises, dans le cadre plus particulièrement d'une loi qui a été adoptée le 22 avril dernier, qui s'appelle la loi DADU, c'est la loi DADU 4 pour être plus précis, qui est une loi de transposition des règles de l'Union européenne. Vous le savez, les règles ont très fortement évolué, et ce en raison principalement d'un revirement de jurisprudence en date du 13 septembre 2023. Je vous propose de scinder cette intervention en différentes parties. Je vais reprendre très rapidement pour pas perdre trop de temps, puisqu'encore une fois, le sujet est extrêmement dense, quelques éléments de contexte pour comprendre pourquoi on en arrive là. On va ensuite prendre un peu de temps pour voir ensemble quelles sont les nouvelles règles d'acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt de travail. Nous verrons ensuite les mécanismes de report et de purge des congés payés introduits nouvellement donc par cette loi DADU du 22 avril 2024. Et on en terminera, si vous en êtes d'accord, sur les questions de prescription par rapport aux demandes qui pourraient être formulées par les salariés sur des reliquats de congés payés.
Donc, sans plus tarder, pour rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte. J'y faisais très brièvement référence en introduction. Vous le savez, j'imagine tous, le 13 septembre dernier, coup de tonnerre, puisque la Cour de cassation a opéré un revirement très important de sa jurisprudence en matière de congés payés, en jugeant désormais qu'un salarié en arrêt de travail acquiert des congés payés, quelle que soit l'origine de son arrêt de travail, que l'arrêt de travail soit d'origine professionnelle ou non. Je vous rappelle qu'avant le 13 septembre, seuls les salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle, c'est-à-dire à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet, continuaient à acquérir des congés payés dans la limite d'un an. La Cour de cassation juge désormais que, quelle que soit l'origine de l'arrêt de travail, professionnel ou non professionnel, un salarié doit continuer à acquérir des congés payés, quel que soit le statut collectif applicable dans l'entreprise, c'est-à-dire quel que soit ce que prévoit la convention collective applicable et ou éventuellement un accord d'entreprise en la matière, et ce, sans limitation de durée dans cette acquisition de congés payés pendant l'arrêt de travail, c'est-à-dire que la Cour de cassation, le 13 septembre dernier, a censuré la disposition du Code du travail qui existait jusqu'alors, qui visait à limiter l'acquisition de congés payés à un an pour un salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet. Donc, premiers enseignements de ces arrêts du 13 septembre, puisqu'en réalité, il n'y en a pas un seul, mais il y en a trois. Et cette évolution, ce revirement de jurisprudence, que la Cour de cassation jugeait de manière constante jusqu'alors exactement le contraire. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'en réalité, notre législation française était en indélicatesse, comme on dit, avec le droit communautaire, c'est-à-dire le droit de l'Union européenne, et le droit de l'Union européenne, plus précisément, tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le juge du droit de l'Union européenne. Je rentre pas davantage dans le détail pour ceux d'entre vous qui aviez eu l'occasion d'assister au webinaire qu'on avait organisé en fin d'année 2023. On avait repris tout cet historique-là. Donc, un revirement de jurisprudence extrêmement important le 13 septembre, puisque premier volet, on nous dit désormais qu'un salarié en arrêt de travail acquiert des congés payés, et deuxième volet de ce revirement du 13 septembre, la Cour de cassation change sa position également sur le point de départ du délai de prescription, c'est-à-dire le délai dans lequel un salarié qui n'aurait pas bénéficié de ses congés payés peut réclamer un reliquat de congés payés. La Cour de cassation vient préciser pour la première fois dans cette troisième affaire du 13 septembre 2023 que le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration de la période de prise des congés payés. Ça, on le savait déjà, mais la Cour de cassation précise dans cette affaire du 13 septembre 2023, dès lors que, c'est-à-dire sous réserve que, à condition que, l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé payé. Et là, en fait, la Cour de cassation vient renforcer les exigences en la matière. Si l'employeur n'a pas informé le salarié de l'étendue de ses droits à congé payé, eh bien, la prescription ne commence pas à courir, ce qui autorise, en tout cas en application de ce revirement du 13 septembre 2023, un salarié à réclamer des congés payés sans limitation de durée. Donc, véritable coup de tonnerre, je le disais, le 13 septembre dernier. Ce revirement de jurisprudence, il est d'autant plus important qu'il rétroagit, c'est-à-dire que il trouve à s'appliquer non seulement aux arrêts de travail qui ont été prescrits ou qui étaient en cours à compter du 13 septembre 2023, mais également à tous les arrêts de travail antérieurs au 13 septembre 2023. Et de surcroît, la Cour de cassation a appliqué ces nouvelles solutions jurisprudentielles non seulement aux 5 semaines de congés payés prévues par le droit français,
alors qu'on aurait pu imaginer qu'elle limite ce revirement en 4 semaines garanties au niveau européen. C'est pas le choix qui a été fait par la Cour de cassation. Et de surcroît, elle a étendu cette acquisition de congés également aux congés supplémentaires conventionnels, c'est-à-dire les congés payés supplémentaires qui peuvent être prévus par une convention collective, par exemple les congés supplémentaires pour ancienneté. Donc un revirement extrêmement important qui a donné lieu à plusieurs arrêts au niveau des cours d'appel, à des jugements au niveau du Conseil de prud'homme dès le presque 14 septembre, j'exagère un peu, mais en tout cas très rapidement dès le mois d'octobre. On a vu fleurir les demandes devant les juridictions du fond, Conseil de prud'homme, Cour d'appel, et on a vu aussi se multiplier du coup les condamnations des entreprises à régulariser des congés payés pour des arrêts de travail antérieurs au 13 septembre 2023, et ce alors même que les entreprises n'avaient fait qu'appliquer avant le 13 septembre 2023 ce que prévoyait le Code du travail français et la jurisprudence jusqu'alors. Donc il y avait quand même quelque chose d'extrêmement injuste dans cette situation, si je puis dire, mais c'est souvent le cas des revirements de jurisprudence parce qu'ils rétroagissent. Il faut être un peu Madame Irma et avoir anticipé quelle était la règle qu'allait être décidée X années plus tard par la Cour de cassation. Donc on était dans une véritable situation d'insécurité juridique. Je sais bien que ça a généré beaucoup d'interrogations dans les entreprises, voire même que ça a été un peu anxiogène. Et dès le revirement du 13 septembre, le gouvernement a annoncé qu'il allait réagir, intervenir et faire évoluer notre législation française et notre code du travail français pour le mettre en conformité avec le droit européen, puisque la problématique pointée justement dans le revirement du 13 septembre, c'est l'incompatibilité entre le droit français et le droit européen. Et donc, on a attendu pendant plusieurs mois, pendant 6 mois, ça a été un peu long, une intervention du législateur. C'est dans ce cadre-là que, enfin, au mois de mars, les choses ont bougé et qu'a finalement été adoptée cette fameuse loi DADU que j'évoquais tout à l'heure. Elle a été adoptée le 22 avril 2024. Et elle est entrée en vigueur au 24 avril suivant. Donc cette loi, elle procède, ça vous a probablement pas échappé, à une réécriture du Code du travail pour, d'une part, mettre en conformité notre droit français au droit de l'Union européenne, c'était l'objet principal, mais elle est assortie, cette loi et cette mise en conformité d'un certain nombre de mécanismes qu'on va voir ensemble, qui visent à limiter les impacts des solutions nouvelles, des nouvelles règles relatives aux congés payés pour les entreprises. C'était aussi l'un des enjeux principaux, notamment pour pouvoir limiter autant que faire se peut les demandes de reliquat de congés payés pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque on attendait impatiemment cette loi et que de surcroît cette loi est assortie d'un certain nombre de mécanismes pour limiter les impacts financiers pour les entreprises. Mais le revers de la médaille, c'est que la loi est du coup extrêmement technique, extrêmement dense, voire même, disons-le, compliquée. De mon point de vue, c'est l'une des lois en droit social les plus techniques de ces dernières années. Et dans la mise en œuvre opérationnelle, il y a un certain nombre d'interrogations qui se posent, sur lesquelles on a aujourd'hui, pour certains points, des réponses, et pour d'autres, des zones d'ombre qui vont être éclaircies dans les semaines ou les mois à venir, le plus rapidement possible, on l'espère, avec des prises de position que je vais pouvoir énoncer auprès de vous. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, c'est de bien vouloir couper vos micros. Donc, en synthèse, et on va rentrer dans le détail de chacune de ces thématiques, cette loi DADU, elle s'articule autour de 4 axes principaux. Premier axe, des nouvelles règles en termes d'acquisition de congés payés pour les salariés qui sont en arrêt de travail. Deuxième axe, l'instauration, ça c'est nouveau, d'un mécanisme de report des congés payés, voire même de purge des congés payés pour les arrêts de travail longue durée.
On a, troisième axe, une clarification partielle des problématiques de prescription. Pourquoi partielle? Parce que vous le verrez que selon que le salarié est encore ou non inscrit à l'effectif, eh bien, les règles de prescription ne vont pas être les mêmes et il perdure certaines zones d'ombre en la matière. Et puis, quatrième axe de cette loi, c'est son caractère rétroactif. Avait été évoqué à une époque l'idée d'adopter ce qu'on appelle une loi de validation qui aurait empêché les salariés de formuler une quelconque demande de reliquat de congé payé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, voire antérieurement au 13 septembre 2023. Pour des raisons techniques, juridiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, cette piste a été abandonnée. Néanmoins, la loi DADU rétroagit en partie et c'est dans cette rétroactivité partielle qu'on trouve des mécanismes intéressants qui visent à limiter les impacts pour les entreprises. Je vais y revenir dans le détail. Donc, je vous propose d'aborder dans un premier temps les nouvelles règles d'acquisition des congés payés, avec une double distinction désormais qui est à opérer en la matière. Première distinction en fonction de l'origine de l'arrêt de travail. Les règles sont différentes depuis le 24 avril dernier, selon que le salarié est en arrêt de travail d'origine professionnelle ou en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Et puis, deuxième distinction à opérer selon la date de l'arrêt de travail, puisque les nouvelles règles que je vais énoncer là dans un premier temps sont valables depuis le 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi. Mais cette loi, je le disais, rétroagit en partie pour les arrêts de travail antérieurs au 24 avril. Donc, il y a une double distinction, une double dichotomie, si je puis dire, à opérer en la matière. Donc, je vous propose de commencer par aborder la question des nouvelles règles d'acquisition des congés payés et donc avec cette première distinction, je le disais, à opérer selon que le salarié se trouve en arrêt de travail d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle. Pour les salariés qui sont en arrêt de travail d'origine professionnelle, c'est-à-dire un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet. Ce qui ne change pas, c'était déjà le cas auparavant, c'est que ces salariés continuent à acquérir des congés payés tout le long de leur arrêt de travail. Et ils acquièrent des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables pour une période complète de référence, ou 2,08 jours ouvrés si vous êtes en décompte en jours ouvrés, 25 jours ouvrés au total sur la période de référence. Donc là, pas de changement sur ce premier point. Ce qui change, c'est que la loi supprime la limite de 12 mois d'acquisition qui existait auparavant dans le Code du travail, de sorte que, vous l'avez compris, désormais, depuis le 24 avril 2024, un salarié en arrêt de travail d'origine professionnelle continue à acquérir des congés payés à hauteur de 5 semaines par période complète de référence et donc désormais sans limitation de durée. Dit autrement, un salarié qui serait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail pendant 3 ans, par exemple, continuera à acquérir ses 30 jours ouvrables de congés payés chaque année et ce pendant 3 ans et donc au terme de la période, hors mécanisme de purge qu'on verra tout à l'heure, il aura acquis dans son compteur 90 jours de congés payés. Donc ça, première approche pour les salariés qui se trouvent en arrêt de travail d'origine professionnelle. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est la suppression de cette limite d'acquisition de 12 mois. Pour les salariés qui se trouvent en arrêt de travail d'origine non professionnelle, là, en revanche, les choses ont grandement changé depuis le 24 avril 2024. Pourquoi est-ce que ça a grandement changé? Puisque jusqu'alors, et en tout cas jusqu'au 13 septembre 2023, je vous rappelle que un salarié en arrêt de travail d'origine non professionnelle ne continuait pas à acquérir des congés payés. S'il était en arrêt un mois complet, eh bien, il avait un droit à congé payé égal à 0, sauf si la convention collective applicable dans l'entreprise était plus favorable.
Et donc, compte tenu de ce revirement de jurisprudence et des nouvelles dispositions légales qui en découlent, on a désormais de nouvelles règles relatives à l'acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Donc désormais, ces salariés continuent à acquérir des congés payés, mais la loi a prévu qu'ils allaient acquérir des congés payés dans un volume moindre, moins important que les salariés qui sont en activité professionnelle. Là, l'idée du législateur, c'était de limiter l'impact de ces nouvelles règles pour les entreprises en tenant compte du standard européen. Le standard européen, ce qu'exige le droit de l'Union européenne, c'est que les salariés acquièrent chaque année au moins 4 semaines de congés payés. Or, nous, vous le savez, dans notre législation nationale, on est à 5 semaines de congés payés. Donc, pour se caler en quelque sorte sur le droit communautaire, le droit de l'Union européenne, il est désormais prévu qu'un salarié en arrêt de travail d'origine non professionnelle acquiert certes des congés payés, mais acquiert des congés payés à hauteur seulement, entre guillemets, de 2 jours ouvrables par mois contre 2,5 jours ouvrables par mois pour un salarié qui est en activité professionnelle. Donc 2 jours ouvrables ou 1,66 jours ouvrés si vous êtes, encore une fois, là, en décompte en jours ouvrés des congés payés. De sorte que 12 fois 2, ça fait 24. Et donc, sur une période complète de référence d'acquisition des congés payés, le salarié ne pourra pas acquérir plus de 24 jours ouvrables de congés payés, c'est-à-dire l'équivalent de 4 semaines de congés payés s'il est absent toute l'année pour une cause non professionnelle. Donc, je vous ai pris un premier exemple sur lequel je passe rapidement. Je ne vais pas pouvoir malheureusement développer l'ensemble des exemples du support parce qu'on n'a qu'une heure et demie devant nous. Mais si un salarié se place en arrêt de travail d'origine non professionnelle tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre 2024, on applique donc les nouvelles règles et au 31 mai 2025, fin de la période d'acquisition des congés payés, il aura ainsi acquis 29 jours ouvrables de congés payés, 2 jours ouvrables par mois d'absence, donc 2 jours fois 2 mois, 4 jours ouvrables, et puis les 10 autres mois où il a travaillé 25 jours ouvrables, ce qui nous donne un total de 29 jours ouvrables. Et vous voyez, là, ça veut dire concrètement qu'un salarié qui a été absent 2 mois au cours d'une année, il ne perd que 1 jour ouvrable de congés payés au terme de la période d'acquisition des congés payés, ce qui est logique puisque on a minoré le droit à congés payés à hauteur de 0,5 par mois pour un salarié en arrêt de travail d'origine non professionnelle par rapport à un salarié qui travaille. Ces règles sont d'apparence simple, si je puis dire. OK, on n'acquiert plus 2,5 jours, on acquiert seulement 2 jours, mais ça emporte plusieurs interrogations sur le plan pratique. Alors, il y a énormément de questions qui se posent. J'imagine que vous en avez plein. J'ai fait le choix d'en retenir certaines et pas d'autres. Si je réponds pas à toutes vos questions, je serais ravi de prendre vos questions après, mais encore une fois, dans le format qu'est le nôtre, sinon il nous aurait fallu une après-midi entière, plus que 1h30 pour évoquer toutes les hypothèses. La première, oui, oui. Peut-être qu'il y a des questions en fait que je vais aborder au fil de l'eau. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause à la fin de chaque partie. Donc à la fin de la première partie là sur l'acquisition, je vous propose qu'on prenne les questions comme ça. S'il y en a certaines auxquelles j'ai pas répondu, on pourra les prendre à ce moment-là. En termes de mise en œuvre opérationnelle de ces règles, première conséquence pratique, ça va être en paye, c'est-à-dire désormais qu'on va avoir 2 compteurs distincts de congés payés. Alors vous allez me dire, on a déjà 2 compteurs sur les bulletins de salaire. En bas de bulletin, vous avez déjà le compteur CP-1 l'année antérieure et le compteur CP année N. Oui, sauf que maintenant, on va avoir le compteur -1, c'est le compteur CP année N, mais qui va être scindé en 2 parties, puisque selon qu'on va être
en activité professionnelle, donc on va travailler, ou en arrêt de travail d'origine professionnelle, là on va acquérir 2,5 jours ouvrables par mois, alors que si on est en arrêt de travail d'origine non professionnelle, on ne va acquérir que 2 jours. Donc il va y avoir une nécessité aussi en paye, à mon sens, de clarifier les choses. Je crois savoir que les différents éditeurs de logiciels de paye travaillent ardemment là, sur la question, évidemment. Peut-être avez-vous déjà des retours d'expérience, mais probablement que déjà sur ce point-là, il va falloir faire preuve de pédagogie. Je crois que ça va aussi être l'un des enjeux majeurs de la mise en œuvre opérationnelle de cette loi, faire preuve de pédagogie auprès de vos représentants du personnel si vous en avez, faire preuve de pédagogie évidemment également auprès des salariés. La question, deuxième question qui se pose également dans la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles règles d'acquisition des congés payés, c'est comment est-ce qu'on va articuler ces nouvelles dispositions légales avec les règles qui existaient d'ores et déjà dans certaines conventions collectives. Je le disais tout à l'heure, certaines conventions collectives prévoyaient historiquement que les salariés en arrêt de travail d'origine non professionnelle, donc en maladie simple, ordinaire, continuaient à acquérir temporairement des congés payés, et ce, à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois. Donc, se pose la question, comment est-ce que j'articule ces nouvelles règles légales avec ma convention collective si ma convention collective prévoit des règles de ce type-là? Alors, il y en a plein de conventions collectives en la matière. J'en citerai que quelques-unes. La convention collective de la métallurgie, la nouvelle, celle qui était entrée en vigueur en début d'année, prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent à acquérir temporairement des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois. Il y a la convention collective qu'on appelle Syntec, Bureau d'études techniques, qui concerne quand même un certain nombre d'entreprises. Celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est grande distribution. Et on en a plein d'autres. C'est loin d'être exhaustif. Donc, il va toujours falloir se poser cette question. Qu'est-ce que prévoit ma convention collective? Et auquel cas, comment est-ce que j'articule les choses? Avec cette spécificité que la loi Dadu ne nous facilite pas la tâche, puisque la loi Dadu n'aborde pas du tout cette question. En tout cas, elle n'aborde pas cette question pour les arrêts de travail en cours ou prescrits depuis le 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi. La loi Dadu se contente d'aborder la question de l'articulation nouvelles dispositions légales, stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise, uniquement pour les arrêts de travail antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Bon, ce qui est quand même un peu étonnant. Là, je pense qu'il y a un trou dans la raquette, si vous me permettez l'expression. Et la loi Dadu se contente de nous dire que les nouvelles règles s'appliquent également pour les arrêts de travail antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, sous réserve de stipulations conventionnelles plus favorables. Donc, ce que l'on comprend en la matière, c'est que s'il trouve... Excusez-moi, je vais juste vous demander de bien vouloir couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, ce que l'on... Merci beaucoup. Donc, ce qui signifie concrètement que s'il trouve à s'appliquer dans l'entreprise une convention collective ou un accord d'entreprise, ça peut aussi être un accord d'entreprise, dont la rédaction est plus favorable que les nouvelles dispositions légales, c'est a priori, c'est ce qu'on en comprend à ce stade, les stipulations de la convention collective qui vont continuer à s'appliquer. Alors, plusieurs observations par rapport à ça. Première observation, si vous avez une convention collective plus favorable en la matière, comment vous allez articuler les choses? Je prends l'exemple de la convention collective Syntec, par exemple, qui prévoit qu'un salarié en arrêt de travail non professionnel continue à acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, tout le temps où l'employeur verse un complément de salaire dans le cadre de l'arrêt de travail. Donc à un moment, le complément de salaire va s'arrêter.
Et donc, la question qui se pose à l'heure actuelle est de savoir est-ce que je fais une application uniquement de la convention collective ou uniquement de la nouvelle loi, ou est-ce que je vais aller panacher dans l'application des règles? Encore une fois, la loi Dadu n'aborde pas cette question. À mon sens, c'est mon interprétation au regard de ce qu'a déjà admis la jurisprudence quand les règles d'indemnisation des arrêts de travail ont changé en 2008 ou que les règles de calcul de l'indemnité de licenciement ont changé en 2017 et que c'est posé déjà ces questions d'articulation loi nouvelle, convention collective. Je pense que on va être sur une application soit de l'un, soit de l'autre et qu'il n'y aura pas de panachage possible des règles et que donc il va falloir faire une application soit de l'un, soit de l'autre sur une seule et même période d'acquisition des congés payés. Ce qui veut dire concrètement qu'à un moment, on va pouvoir appliquer la convention collective, mais si l'arrêt de travail perdure dans le temps, à un moment, il va falloir remouliner le calcul des congés payés et rétro-pédaler en quelque sorte sur les congés payés qui ont été crédités au titre de certains mois et qu'il va falloir faire preuve, là encore, d'explication auprès du salarié. Première observation sur cette problématique d'articulation légale conventionnelle. Deuxième observation, pour éviter d'avoir à s'arracher les cheveux sur ces questions d'articulation, sachez que il est tout à fait envisageable de s'extraire des règles prévues par votre convention collective en la matière si vous concluez un accord d'entreprise sur le sujet, puisque depuis la loi El Khomri du 8 août 2016, l'accord d'entreprise en matière de congés payés prévaut sur la convention collective, ce qui veut dire que vous pouvez, par voie d'accord d'entreprise, prévoir des règles différentes de ce qui est prévu par votre convention collective, et ce, y compris des règles moins favorables que votre convention collective. Alors vous allez me dire, encore faut-il arriver à conclure un accord sur le sujet au sein de l'entreprise. C'est vrai. Les premiers retours d'expérience, moi, que j'ai, c'est quand même, il y a un certain nombre de salariés, voire de représentants du personnel qui nous disent, bah bon, c'est quand même assez logique de limiter l'acquisition de congés payés et il va falloir simplifier les choses. Donc je pense qu'il y a quand même là des axes de discussion possibles au sein des entreprises. Et puis, dernière précision sur ce point-là, je le dis souvent, je le martèle, je le répète, l'accord d'entreprise, ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Les TPE, PME peuvent très facilement maintenant, depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, conclure un accord d'entreprise, y compris quand vous n'avez pas de délégué syndical, y compris quand vous n'avez pas de CSE. Donc, c'est vraiment une question, à mon sens, à se poser pour les entreprises. Si vous êtes couvert par une convention collective qui prévoit des règles plus favorables que les nouvelles dispositions légales pour vous simplifier la gestion des congés payés, parce que les choses sont déjà suffisamment compliquées comme cela de mon point de vue. Donc ça, ce sont les nouvelles règles d'acquisition des congés payés en vigueur depuis le 24 avril 2024. Deuxième temps de cette première partie, je vous disais qu'il faut distinguer selon l'origine professionnelle ou non de l'arrêt, mais il faut également distinguer selon la date à laquelle a eu lieu l'arrêt de travail. Puisque l'originalité de cette loi Dadu, c'est qu'elle prévoit que les nouvelles règles d'acquisition de congés payés s'appliquent rétroactivement aux arrêts de travail antérieurs au 24 avril 2024, avec un certain nombre de particularités qui permettent de limiter les impacts financiers pour les entreprises, mais qui du coup viennent encore renforcer le caractère technique des nouvelles règles. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une spécificité en la matière dans la mesure où cette loi Dadu, elle a prévu que cette limitation à 4 semaines par période de référence du nombre de jours de congés payés acquis par un salarié d'origine non professionnelle va également s'appliquer, donc rétroactivement, je le disais, pour les arrêts de travail qui ont été prescrits au cours de la période 1er décembre 2009
Donc vous voyez, on remonte quasiment 25 ans en arrière jusqu'au 23 avril 2024, c'est-à-dire la veille de la date d'entrée en vigueur de la loi, toujours sous réserve des stipulations plus favorables prévues par votre convention collective. Et pour limiter l'impact financier pour les entreprises, cette loi DADU a prévu qu'un salarié qui aurait été en arrêt de travail pour une cause non professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, donc avant le 24 avril 2024, il va pouvoir, dans une certaine mesure, réclamer un reliquat de congés payés, mais il va être limité dans ses demandes. Pourquoi est-ce qu'il va être limité dans ses demandes? Parce que la loi prévoit que pour les arrêts de travail antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, et uniquement ceux-là, et uniquement ceux d'origine non professionnelle, il va y avoir une double limite à laquelle va être confronté le salarié. Première limite, on la connaît désormais, c'est que le salarié ne peut acquérir que 2 jours ouvrables de congés payés par mois au cours duquel il a été en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Ça, c'est intégré, c'est comme les nouvelles règles d'acquisition. Mais de surcroît, si le salarié réclame un reliquat de congés payés pour des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi, il ne va pouvoir le faire que sous réserve qu'il n'ait pas d'ores et déjà acquis au titre de chacune des périodes de référence au moins 4 semaines de congés payés, c'est-à-dire au moins 24 jours ouvrables de congés payés. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que moi, je le vois bien là en pratique, je traite quasiment que de ces questions-là en ce moment. Ça permet la plupart du temps de limiter les demandes de reliquats de congés payés. Je vais juste m'attarder quelques minutes sur 2 exemples pour bien comprendre le mécanisme. Prenons l'exemple d'un salarié qui a été en arrêt de travail non professionnel pendant 2 mois, en février et en mars 2023, donc c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi. Au 31 mai 2023, son compteur de congés payés affichait donc 25 jours ouvrables de congés payés, puisque les 2 mois d'arrêt de travail n'avaient pas donné lieu à congés payés. Donc il avait eu 30 jours moins 2 fois 2,5 jours, donc il a dans son compteur 25 jours ouvrables de congés payés. Imaginons que ce salarié formule aujourd'hui une demande de reliquat de congés payés au titre des mois de février et mars 2023 au cours desquels il était en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Si j'applique bêtement les nouvelles dispositions légales, je me dis, il peut obtenir 4 jours ouvrables de congés payés. 2 mois fois 2 jours ouvrables. Oui, sauf que il a déjà 25 jours ouvrables dans son compteur au 31 mai 2023. En fait, les 10 mois au cours desquels il a travaillé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 lui ont déjà donné droit à 25 jours ouvrables de congés payés, c'est-à-dire 4 semaines de congés payés plus 1 jour. Et donc, comme il a déjà eu au moins 4 semaines de congés payés, il est réputé être rempli de ses droits et il ne pourra solliciter aucun reliquat de congés payés. Vous voyez, c'est un mécanisme qui est certes un peu technique, mais qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que en réalité, ça va être les salariés qui vont avoir été en moyenne absents pendant 3 mois de manière fractionnée ou continue au cours de chacune des périodes de référence d'acquisition des congés payés, et seulement ces salariés-là qui vont pouvoir prétendre à un reliquat de congés payés. Là, je vous ai pris un autre exemple. Pareil que tout à l'heure, le salarié est en arrêt de travail à compter du 1er février 2023, mais sauf que là, son arrêt court jusqu'au 30 avril. Donc, dans mon exemple numéro 2, il est en arrêt pendant 2 mois, là, il est en arrêt pendant 3 mois. On a vu que quand il est en arrêt pendant 2 mois, il ne pouvait solliciter aucun reliquat de congé payé. Là, il est en arrêt pendant 3 mois. Au 31 mai 2023, il n'a donc travaillé que 9 mois. 9 fois 2,5 jours, il a 22,5 jours ouvrables de congés payés dans son compteur, qui sont même presque, je dirais, arrondis à 23 d'ailleurs, dans mon exemple. Et donc, il demande aujourd'hui à bénéficier de congés payés. Eh bien là,
le reliquat de congé payé va être limité à 1,5 jours ouvrables de congé payé, voire même un seul jour ouvrable de congé payé si on a bien arrondi les 22,5 à 23. Donc là, vous voyez que le salarié, dans cette hypothèse-là, il peut prétendre à un reliquat, mais à un reliquat de congé payé qui, là encore, va être limité en termes de quantum grâce à ce mécanisme de double limitation instauré par la loi d'AU. Donc, à partir du moment où on considère que c'est les salariés qui vont avoir été en arrêt de travail en moyenne pendant 3 mois au cours d'une période de référence, ça veut dire concrètement, c'est quand même pas la majorité des cas, on a plutôt des arrêts courte durée. Ça veut dire que pour les entreprises, les demandes de reliquats de congés payés qui vont être fondées, valables, vont être a priori assez limitées en termes de nombre. Deuxième observation que je voulais porter à votre connaissance sur l'application rétroactive de ce mécanisme. Si à compter du 13 septembre 2023, vous vous êtes mis dans les clous, si je puis dire, de la jurisprudence, du revirement de jurisprudence et que vous avez crédité des congés payés à vos salariés en arrêt de travail d'origine non professionnelle à hauteur de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, en fait, l'effet rétroactif de la loi va devoir vous conduire, là, d'ici le 31 mai prochain, donc dans 8 jours maintenant, à recalculer les congés payés. Parce que si vous avez crédité 2,5 jours ouvrables de congés payés, par exemple pour un salarié qui a été en arrêt en octobre et novembre 2023, en fait, en application de la nouvelle loi, il n'aurait pas dû avoir 5 jours ouvrables de congés payés, mais seulement 4. Donc ça veut dire qu'au 31 mai 2024, là, il va falloir lui retirer de son compteur un jour. Et sauf que le salarié va dire, mais pourquoi vous m'avez sucré une journée? Donc il va falloir lui expliquer. Donc là encore, il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie et je pense que c'est aussi ça qui va prendre beaucoup de temps dans la mise en œuvre opérationnelle de ces nouveaux mécanismes dans les entreprises. Dernière précision sur l'application de ces règles. Pour ce qui concerne l'application rétroactive avec la double limitation à hauteur de 24 jours ouvrables, ça ne concerne que les arrêts de travail d'origine non professionnelle. Voilà pour cette première partie. Ouais, je sais pas. Oui, allez-y. Alors, j'ai les questions là sous les yeux, j'ai ouvert le chat. Oui, vous aurez le support après le webinaire. Quid du plafond de 24 jours? Alors là, effectivement, ça mérite peut-être une explication. Karine Dubert, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, non, c'est Nathalie Laillé, en fait, parce que je suis avec ma collaboratrice Karine Dubert. En fait, non, c'est parce que, en fait, vous avez répondu à ma question dans la page, je sais bien, du PowerPoint. En fait, je voulais savoir effectivement quand il y a à la fois des arrêts de travail pour maladie antérieure, hein, et une période travaillée, est-ce qu'on appliquait le plafond de 24 jours par rapport à l'alinéa 2 de l'article, je ne sais plus combien, 37, 27 de la Oui, loi? tout à fait. Et vous me dites que oui, parce qu'en fait, ce qui me posait problème, c'est que j'ai discuté avec une comptable d'un cabinet qui n'était pas tout à fait d'accord. Enfin, elle trouvait qu'il y avait la loi n'était pas très claire et eux, ils vont pas appliquer le plafond. En fait, moi, j'arrivais à 28 jours, elle va régler les 28 jours parce que en plus, dans la documentation revue fiduciaire et Elnet Social, il y a eu des articles avec des exemples qui ne plafonnent pas. Oui, mais Sans disant je les qu'il faut connais. plafonner. Alors, Ouais, je les connais ces exemples, ouais. mais de mon point de vue, ils sont erronés. Ils sont erronés. Mm. D'accord, Mm. bah, je suis contente parce que je regardais les virgules dans l'article de la loi, je me disais ce que j'ai fait un truc, mais non. Ok, super. Et on avait une autre question pendant qu'on y est, c'était… Oui, par rapport à la prescription, en fait, dans les arrêts de septembre 2023, on disait que la prescription commençait pas à courir quand l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations. Oui. Est-ce que c'est remis en question, ça, du fait de la loi? Alors, je vais en parler dans la troisième partie, si vous voulez bien. Je vais Oui, vous pardon. donner
l'interprétation qui est la mienne, et si c'est pas suffisamment clair pour vous, je vous propose qu'on en rediscute. En tout cas, merci, c'est très clair. Je vous en prie. Autre question, pour les entreprises qui acquièrent de base 2,08 par mois, est-ce que la base sera 2 également? Alors non, hein, si vous êtes en décompte en jours ouvrés et que c'était 2,08 jours ouvrés par mois, pour les salariés en arrêt de travail d'origine non professionnelle, c'est 1,66 jours ouvrés et non pas 2 jours ouvrables. Y compris pour un salarié qui a quitté l'entreprise, licenciement ou démission. Alors ça, c'est les règles de prescription, donc on va y venir juste après. Vous avez répondu à ma question en page 23. Désolé, je dois partir. Allez, c'est reparti. Alors, on a fait le plus simple. La première partie, ce qu'on vient de voir, c'est, de mon point de vue, ce qu'il y a de plus simple dans cette nouvelle loi. La deuxième partie est beaucoup plus compliquée, à mon sens, et pose beaucoup plus d'interrogations aujourd'hui dans ce qu'on appelle les mécanismes de report et de purge des congés payés, avec plusieurs hypothèses qui doivent être distinguées. Et je vais expliciter tout ça et les reprendre une par une. Donc, au-delà des nouvelles règles d'acquisition des congés payés, le deuxième axe de la loi DADU, c'est l'introduction dans le Code du travail, premièrement, d'une nouvelle obligation qui pèse sur l'employeur, une de plus, une obligation d'information individuelle du salarié lorsqu'il reprend le travail après un arrêt de travail. Désormais, on va devoir informer le salarié qui reprend le travail après un arrêt de travail sur l'étendue de ses droits à congés payés. Je vais y venir. Et deuxièmement, la loi DADU introduit également dans le Code du travail, ce qui est là nouveau, un mécanisme de report qui est fixé légalement à 15 mois, un mécanisme de report des congés payés acquis avant ou pendant l'arrêt de travail, parce que par définition, le salarié, tout le temps où il est en arrêt de travail, il ne peut pas prendre les congés qu'il acquiert. Donc, quand est-ce qu'il va pouvoir les prendre? Il y a un mécanisme de report. Et ce mécanisme de report, il est de surcroît assorti d'un mécanisme de purge progressive de certains congés payés, mais seulement certains, ceux acquis pendant un arrêt de travail, en particulier pour les salariés en arrêt de travail longue durée. Donc c'est là que les choses se compliquent. Donc, je vous propose qu'on commence par la nouvelle obligation d'information pesant sur l'employeur et ensuite on verra les différents mécanismes de report et de purge. Il y a 3 hypothèses distinctes, voire même potentiellement une 4e. Une observation avant de rentrer dans le détail, c'est que toutes ces nouvelles règles, information, report, purge, trouvent à s'appliquer quelle que soit l'origine de l'arrêt de travail, que ce soit un arrêt de travail d'origine professionnelle ou non professionnelle. À l'inverse des nouvelles règles d'acquisition qu'on vient de voir dans la première partie, là on ne distingue pas selon l'origine professionnelle ou non de l'arrêt de travail. Donc, premièrement, une nouvelle obligation d'information, je le disais, qui pèse sur l'employeur. On a un nouvel article dans le Code du travail, L3141-19-3, qui nous précise qu'au terme d'une période d'arrêt de travail du salarié, l'employeur porte à sa connaissance dans le mois qui suit la reprise les informations suivantes par tout moyen permettant de conférer une date certaine, notamment au moyen du bulletin de salaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Au moment où le salarié reprend le travail après un arrêt de travail, au plus tard dans le mois qui suit la reprise, je dois informer mon salarié du nombre de jours de congés payés, c'est-à-dire non seulement les congés payés qu'il avait avant d'être en arrêt de travail, mais également ceux qu'il a acquis pendant l'arrêt de travail. Et je dois également informer mon salarié de la date jusqu'à laquelle il va pouvoir prendre ses congés payés, avec ce mécanisme de report qu'on va voir juste après. Précision,
Cette obligation d'information, elle concerne tous les arrêts de travail, je l'ai dit, qu'ils soient professionnels ou non professionnels, mais de surcroît, et on a eu une confirmation de l'administration du travail, la Direction générale du travail, en ce sens le 24 avril dernier, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. Donc ça veut dire a priori que même un salarié qui s'arrête une semaine, voire 2 ou 3 jours, on va devoir l'informer de ses droits à congés payés au moment de sa reprise du travail, ce qui va entraîner une lourdeur administrative qui n'a pas beaucoup de sens selon moi. Quid en cas de carence de l'employeur, autrement dit, et si l'employeur ne fait pas volontairement ou pas, il oublie ou il dit oh là là, moi j'en ai ras-le-bol de toute cette paperasse, il n'informe donc pas le salarié dans le mois qui suit la reprise de l'étendue de ses droits à congés payés, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de sanction prévu par le texte en tant que tel, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de dommages et intérêts à mon sens. En revanche, ça veut dire concrètement que le mécanisme de report des congés payés et le cas échéant le mécanisme de purge des congés payés ne pourra pas être opposé aux salariés. Et donc ça veut dire, selon moi, que si l'employeur n'informe pas le salarié en temps utile sur l'étendue de ses droits, il ne pourra pas lui dire au bout de 15 mois, vous n'avez pas pris les congés payés que vous aviez, tant pis, monsieur, ils sont perdus. Donc on va voir tout de suite quels sont ces mécanismes de report et de purge. Donc je le disais, il va falloir distinguer désormais plusieurs hypothèses pour savoir dans quelle mesure les congés payés acquis avant ou pendant un arrêt de travail vont être reportés ou en tout cas dans quel délai le salarié va pouvoir les prendre. Première hypothèse, c'est la question du report des congés payés qui ont été acquis avant un arrêt de travail et qui n'ont pas été pris par le salarié en raison de son arrêt de travail. Donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est la question du report des congés payés acquis par un salarié pendant un arrêt de travail, tant que le salarié reprenne le travail avant l'expiration du délai de report. On va voir quand est-ce qu'il commence à courir. Et troisième hypothèse, c'est le report des congés payés acquis pendant un arrêt de travail lorsque le salarié reprend le travail avant l'expiration du délai de report, à l'inverse de l'hypothèse numéro 2. Et puis, il y a même une quatrième hypothèse qu'on va voir juste après, qui est la question, et quid, qu'est-ce qui se passe quand le salarié retombe en arrêt de travail pendant la période de report? Donc, première hypothèse, c'est la question du report des congés payés acquis avant un arrêt de travail. Donc, prenons l'hypothèse d'un salarié qui se place en arrêt de travail. Donc, antérieurement à cet arrêt de travail, il avait acquis un certain nombre de droits à congés payés. Donc, la loi instaure là un mécanisme de report de ces congés payés acquis avant l'arrêt de travail. Mais là, attention, il faut, dans cette première hypothèse, distinguer deux sous-hypothèses. Première sous-hypothèse, le salarié a acquis des congés payés avant son arrêt de travail. Et les congés payés qu'il a acquis avant son arrêt de travail, le salarié ne peut pas les prendre avant la fin de la période de prise des congés payés en vigueur au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le salarié est encore en arrêt de travail à ce moment-là. Dans cette première sous-hypothèse, je vais développer un exemple juste après, le salarié va bénéficier d'une période de report de 15 mois pour prendre les congés payés qu'il avait acquis avant son arrêt de travail. En revanche, et là, je pense qu'il va vraiment falloir faire attention, deuxième sous-hypothèse, si le salarié avait acquis des congés payés avant son arrêt de travail et que au moment où il reprend le travail, la période de prise des congés payés en vigueur au sein de l'entreprise est toujours en cours, alors là, le salarié va pouvoir poser les congés payés qu'il avait acquis avant son arrêt de travail, avant la date butoir de période de prise des congés payés dans l'entreprise. Et donc là, dans cette seconde sous-hypothèse, le salarié ne va pas bénéficier d'une période de report.
Donc, pour essayer de clarifier un peu les choses, j'ai pris plusieurs exemples. Donc, premier exemple, c'est la première sous-hypothèse, c'est le salarié qui a acquis des congés payés avant son arrêt de travail. Ces congés payés-là, le salarié ne peut pas les prendre avant l'expiration de la période de prise des congés payés en vigueur dans l'entreprise, parce qu'au moment où expire la période de prise, il est toujours en arrêt de travail. Donc, il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis avant l'arrêt de travail, avant la date normale, habituelle, en vigueur au sein de l'entreprise. Donc, dans cette hypothèse-là, et uniquement dans cette hypothèse-là, je le disais, il va bénéficier d'une période de report de 15 mois. Et cette période de report de 15 mois, elle va débuter quand? Elle va débuter à compter de la date à laquelle le salarié aura été informé par l'employeur de ses droits à congés payés. C'est-à-dire, dans le mois qui suivra la reprise, c'est la fameuse nouvelle obligation individuelle d'information qu'on vient de voir ensemble tout de suite. Et en ce sens, on a un nouvel article dans le Code du travail. Donc, je vous ai pris un exemple. Je vais peut-être développer celui-ci, mais peut-être pas les autres parce que je vois que l'heure tourne dangereusement. Donc, un salarié qui, à la date du 31 mai 2024, il a 30 jours de congés payés dans son compteur. Il n'a pas du tout été absent, très bien. Et à l'été 2024, on se projette un peu, il prend 3 semaines de congés payés, c'est-à-dire 18 jours ouvrables de congés payés. Donc, il lui reste 12 jours ouvrables de congés payés en stock. Au sein de l'entreprise, la période de prise des congés payés court du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1. Donc, ça veut dire que les 12 jours qui lui restent, ouvrables à mon salarié, doivent être pris avant le 30 avril 2025. OK? Sauf que, à compter du 1er octobre 2024, mon salarié est placé en arrêt de travail et son arrêt de travail est renouvelé jusqu'au 31 juillet 2025. C'est-à-dire au-delà du 30 avril 2025, donc au-delà de la date à laquelle il aurait dû poser ses 12 jours ouvrables, ce qu'il a été dans l'impossibilité de faire puisqu'il est en arrêt de travail. Ça veut dire que dans une hypothèse comme celle-ci, lorsque mon salarié va reprendre le travail au 1er août 2025, et à supposer que dès le 1er août 2025, l'employeur l'informe de l'étendue de ses droits à congés payés, on va lui dire, au titre de l'année N-1, vous avez 12 jours ouvrables, et ces 12 jours ouvrables, vous devrez les prendre au plus tard le 31 octobre 2026. Pourquoi le 31 octobre 2026? 1er août 2025 plus 15 mois, ça nous emmène jusqu'au 31 octobre 2026. Donc ça, c'est la première sous-hypothèse. À l'inverse, deuxième sous-hypothèse, si mon salarié reprend le travail avant que n'ait expiré la période de prise des congés payés en vigueur au sein de l'entreprise, alors le mécanisme de report ne trouvera pas à s'appliquer. Pourquoi? Parce que mon salarié, il va avoir la possibilité de bénéficier de manière effective de ses congés payés dans les conditions habituellement en vigueur au sein de l'entreprise à son retour d'arrêt de travail. Prenons un autre exemple. Mon salarié, il est en arrêt de travail du 1er octobre au 30 novembre 2024. Au sein de l'entreprise, c'est la même période de prise des congés payés que tout à l'heure. Quand il reprend le travail au 1er décembre 2024, je vais l'informer de son droit à congés payés au titre de l'année N-1 et au titre de l'année N. Et je vais l'informer également de la date jusqu'à laquelle il peut prendre ses congés payés. Donc, pour les congés qu'il avait acquis antérieurement à son arrêt de travail et qui sont des congés payés N-1, ces congés payés-là, ils peuvent être pris jusqu'au 30 avril 2025. Donc, il n'y a pas d'impact. Comme il revient le 1er décembre 2024, il va avoir le temps entre le 1er décembre 2024 et le 30 avril 2025 de prendre ses congés payés. Donc, il n'y aura pas d'application du mécanisme de report. Mais ça veut dire, attention, concrètement, que l'entreprise va devoir le mettre en mesure de prendre ses congés payés. Parce que forcément, si on n'autorise pas le salarié à partir en congé payé quand il formule une demande de mise en congé payé, eh bien là, à mon avis, on ne pourra pas dire au salarié, c'est trop tard, vous les avez perdus, alors même, application de la jurisprudence classique, on ne l'a pas mis en état de prendre ses congés payés. De la même façon, pour les congés payés
qui va avoir acquis au titre de l'année, c'est-à-dire à compter du 1er juin 2024, dans mon exemple, tant les congés qu'il a acquis avant l'arrêt que ceux qu'il va avoir acquis pendant ces 2 mois d'arrêt de 2024, eh bien, ces congés-là, comme ce sont des congés de l'année N, c'est d'ici le 30 avril 2026 qu'ils devront être pris. Et là, de la même manière, j'ai pas d'application d'un quelconque délai de report. Donc là, je me permets, j'attire votre attention vraiment pour les congés acquis avant l'arrêt de travail. Pour moi, il y a vraiment une distinction fondamentale à opérer selon à quel moment s'opère la reprise du travail pour savoir quel est le régime juridique du coup qui va trouver à s'appliquer. Deuxième hypothèse, c'est la question du salarié qui va acquérir des congés payés pendant son arrêt de travail cette fois-ci. Là, je parle plus des congés payés acquis avant l'arrêt de travail, du sort des congés payés acquis avant l'arrêt de travail, mais là vraiment du sort des congés payés acquis pendant un arrêt de travail. Donc là, deuxième hypothèse, j'ai un salarié qui acquiert des congés payés tout le long de son arrêt de travail et qui, par définition, comme il est en arrêt de travail, il peut pas en bénéficier de manière effective, il peut pas poser ses congés payés puisqu'il est en arrêt de travail. Dans cette hypothèse, la loi DADU prévoit que le salarié va bénéficier d'une période de report de 15 mois et particularité de cette deuxième hypothèse, cette période de report de 15 mois va débuter au terme de la période d'acquisition des congés payés. Si à la date du terme de la période d'acquisition des congés payés, le contrat de travail est toujours suspendu, c'est-à-dire que le salarié n'a pas encore repris le travail. Si et seulement si, et là je trouve que j'ai du mal à comprendre pourquoi dans la loi, et puis c'est une vraie peau de banane, si et seulement si l'arrêt de travail a une durée d'au moins 1 an, et le délai de report de 15 mois va commencer donc à courir au terme de la période d'acquisition des congés payés, et ce, sans que l'employeur ait à informer individuellement le salarié sur ses droits à congés payés, à l'inverse de l'hypothèse numéro 1. Parce que je ne sais pas si vous me suivez. Donc, dans une hypothèse comme celle-ci, ça veut dire que un salarié qui va être en arrêt de travail tout le long d'une période d'acquisition de congés payés, au terme de la période d'acquisition des congés payés, les congés qu'il va avoir acquis vont être reportés pendant 15 mois maximum. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est que si au terme des 15 mois, le salarié n'a toujours pas repris le travail, il va y avoir une purge des congés payés qu'il a acquis, sous réserve que au terme de la période d'acquisition, il ait été en arrêt de travail pendant au moins 1 an. Donc ça, c'est un mécanisme très compliqué dans sa mise en œuvre, mais qui est néanmoins intéressant parce que ça va permettre de purger encore une fois les congés payés, qui n'est pas un bénéfice illimité des congés payés pour le salarié. Et ce mécanisme, en fait, il est cohérent au regard de la jurisprudence européenne, puisque la jurisprudence européenne qui motive cette nouvelle loi, certes, elle prévoit qu'un salarié en arrêt de travail doit continuer à acquérir des congés payés, mais elle prévoit également qu'il est possible, c'est ce que fait le droit allemand par exemple, d'organiser une purge glissante du droit à congés payés. Pourquoi ? Parce que les règles européennes ne garantissent pas un droit à un bénéfice illimité de congés payés. Je vous ai pris un exemple. On a un salarié qui est embauché le 1er juin 2023. Au 31 mai 2024, il a travaillé tout le long de la période de référence, il a acquis 30 jours ouvrables de congés payés. Et ces 30 jours ouvrables de congés payés, il doit les prendre au plus tard le 30 avril 2025, en application de la période de prise en vigueur au sein de l'entreprise. Mais à compter du 1er octobre 2024, mon salarié se place en arrêt de travail. Et mon salarié va rester en arrêt de travail pendant 3 ans. Cas du salarié en longue maladie. Pendant toute la durée de son arrêt de travail, les 3 ans, il va continuer à acquérir des congés payés, mais à hauteur seulement de 2 jours ouvrables par mois, puisque c'est un arrêt de travail d'origine non professionnelle. On fait les règles d'acquisition qu'on vient de voir.
Donc, entre le 1er octobre 2024 et le 31 mai 2025, il va acquérir 16 jours ouvrables. Puis, entre 2025 et 2026, 24 jours. Entre 2026 et 2027, 24 jours. Et entre le 1er juin 2027 et le 30 septembre 2027, il va de nouveau acquérir 8 jours, soit 72 jours de congés payés, rien que ça, acquis pendant les 3 ans d'arrêt de travail. Alors, c'est énorme, 72 jours, mais c'est mieux que l'application de la jurisprudence du 13 septembre 2023, parce que s'il n'y avait pas eu d'intervention législative, il n'aurait pas acquéri 72 jours, le salarié, mais 90. Donc, en quelque sorte, la loi Dadu, elle est ce qu'elle est, mais là, dans mon exemple, elle nous fait gagner quand même 18 jours ouvrables de congés payés. Donc, ces 72 jours ouvrables de congés payés, dans quelle mesure ils vont être reportés et ou pouvoir être purgés? Là, j'ai repris l'exemple avec une logique d'acquisition, une logique de purge. Si vous regardez la colonne de gauche, on a dit que pendant toute la durée de l'arrêt de travail, le salarié va acquérir 72 jours ouvrables de congés payés. Mais avant son arrêt de travail, on a dit aussi qu'il avait déjà acquis 30 jours au 31 mai 2024, et avant qu'il se place en arrêt de travail, entre le 1er juin et le 30 septembre 2024, il avait acquis 40 jours. Donc en fait, au 31 septembre 2027, quand prend fin l'arrêt de travail, il a pas moins de 112 jours ouvrables de congés payés en compteur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir purger comme congés payés? Dans cet exemple, on ne va pouvoir en purger que 24, lesquels ceux qui va avoir acquis au titre du point numéro 2, là, les 24 jours ouvrables entre 2025 et 2026, puisque au 31 mai 2026, le salarié se trouve toujours en arrêt de travail. 31 mai 2026 plus 15 mois, ça veut dire que les congés sont reportés jusqu'au 31 août 2027. 31 août 2027, il est toujours en arrêt de travail, donc les congés sont purgés. On aurait pu se dire, bah oui, mais je peux purger aussi les 16 jours ouvrables entre 2024 et 2025, puisque au 31 mai 2025 plus 15 mois, ça m'emmène au 31 août 2026, pardon, et au 31 août 2026, mon salarié, il est toujours pas revenu. Oui, sauf que au 31 mai 2025, l'arrêt de travail a une durée de moins d'1 an. Et donc, comme l'arrêt de travail a une durée de moins d'1 an, le mécanisme de purge ne trouve pas à s'appliquer. Donc, vous voyez, dans cet exemple, contre 112 jours en compteur, on va pouvoir en purger 24 et il va lui en rester, ça reste énorme, hein, j'en conviens, mais c'est mieux qu'avant. En tout cas, avant que la loi intervienne et depuis le 13 septembre, il ne va lui en rester que 88 dans le compteur. Avec des gros guillemets. Troisième hypothèse, c'est le cas, le sort des congés payés qui sont acquis pendant un arrêt de travail, mais là, à la différence de la deuxième hypothèse, mon salarié ne va pas rester en arrêt de travail sur une très longue durée et il va revenir en cours de période de report des 15 mois. Si mon salarié est en arrêt de travail, qu'il acquiert des congés payés pendant son arrêt de travail, et que à la date du 31 mai, il n'est toujours pas revenu, va commencer à courir, on l'a dit tout à l'heure, le délai de 15 mois. Vous me suivez? Sauf que dans ce délai de 15 mois, le salarié reprend le travail. Alors, dans ce cas-là, le délai de report de 15 mois va se trouver suspendu à compter du moment où le salarié revient dans l'entreprise. Et ce délai de 15 mois, le reliquat de ce délai de 15 mois, en tout cas la fraction restante, ne va commencer à recourir qu'à partir du moment où le salarié aura été informé individuellement de ses droits à congés payés. Donc là, à la différence de l'hypothèse numéro 2, le salarié reprend le travail pendant le délai des 15 mois, le délai de report des 15 mois.
Je vous ai mis un exemple. Et quatrième et dernière hypothèse sur ces mécanismes de report et de purge, c'est la question, que se passe-t-il si le salarié est de nouveau placé en arrêt de travail pendant la période de report des 15 mois? Je reprends mon exemple de tout à l'heure. J'ai un salarié qui est en arrêt de travail. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Il est en arrêt de travail entre le 1er mai 2025 et non, entre le 1er avril 2025 et le 31 mai 2025, pendant 2 mois. Il ne reprend qu'au 1er juin 2025, c'est-à-dire à une date à laquelle a d'ores et déjà pris fin la période de prise. Donc les congés qu'il a acquis, non, ça va pas mon exemple, il faudrait qu'il soit absent pendant plus longtemps. S'il a été absent pendant le 1er avril, du 1er avril au 31 mai 2024, il ne revient pas tout de suite, mon salarié. Le délai de 15 mois va commencer à courir au 31 mai 2024, mais il va reprendre le travail, par exemple, au 1er octobre 2024. J'ai une fraction de mon délai de 15 mois qui a commencé à courir. Au moment où il revient, le délai s'interrompt. Je l'informe de ses droits à congés payés. Le délai repart et le salarié se place de nouveau en arrêt de travail au mois de décembre. Et il reste en arrêt de travail pendant plusieurs mois, jusqu'à l'expiration du délai de 15 mois. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Est-ce que les congés payés qui avaient commencé à être reportés vont être perdus ou pas? La loi Dadu n'aborde pas cette question. Là encore, c'est un trou dans la raquette. La DGT, c'est-à-dire l'administration du travail, considère que dans un cas comme ça, on ne peut pas liquider les congés payés, on ne peut pas considérer qu'ils sont perdus et qu'il va falloir laisser un nouveau délai raisonnable au salarié pour les prendre quand il reviendra d'arrêt de travail. Il y a d'autres praticiens dont je fais partie qui considèrent que dans l'absence, dans le silence de la loi, on n'a pas besoin d'accorder un nouveau délai de prise aux salariés, mais en la matière, il y a une véritable incertitude et on attend des clarifications en la matière. Sachez également, et c'est pour terminer sur cette deuxième partie, que ces mécanismes de report et de purge, qui sont techniques, trouvent également à s'appliquer aux arrêts de travail antérieurs au 24 avril 2024. Et ça, c'est intéressant, puisque le mécanisme de purge va pouvoir notamment trouver à s'appliquer à un salarié qui est encore inscrit à l'effectif ou d'ailleurs le contrat de travail a été rompu et qui va vous réclamer un reliquat de congés payés. Peut-être que dans les reliquats de congés payés dus, il y en a certains qui vont pouvoir être purgés de par l'application rétroactive de ce mécanisme de report et de purge antérieurement au 24 avril 2024. Ouais, j'espère que je suis le plus clair possible. J'essaye de l'être. Oui, tout à fait. Alors, première question. Si l'arrêt est prolongé plusieurs fois, l'info est donnée à la fin de l'arrêt ou à chaque prolongation. Alors, ça dépend. Faut s'entendre sur c'est quoi l'arrêt prolongé plusieurs fois. Si c'est un arrêt qui est prolongé en continu, je vais de renouvellement en renouvellement. C'est au moment de la reprise du travail que je doit faire l'information individuelle du salarié, puisque on nous dit que cette obligation d'information, elle intervient dans le mois qui suit la reprise. C'est pas au terme de chaque arrêt de travail. Par contre, si j'ai un salarié qui a un premier arrêt initial, il revient, je l'informe sur ses droits à congés payés, il se replace quelques semaines après en arrêt de travail, il revient plusieurs semaines ensuite, bah là, je dois renouveler l'information. Est-ce que ça répond à votre question, Karine Dubert? Oui, très bien.
Ouais, Madame Le Golvan, sur qui porte l'obligation d'information quand c'est une caisse qui gère les congés? Bon, autrement dit, la CIBTP, Caisse des congés payés du bâtiment. Bonne question. Pour le moment, à ma connaissance, je dis pas trop de bêtises parce qu'on est enregistré, mais je crois que les CIBTP font un peu les mortes là. Le texte nous parle de l'employeur. Donc, à mon sens, c'est l'entreprise, c'est sur l'entreprise que pèse l'obligation d'information, quand bien même les congés payés sont gérés par une caisse. Alors après, est-ce que la caisse va mettre en place des mécanismes pour faciliter la vie des entreprises du bâtiment? C'est à souhaiter, mais à ce stade et à ma connaissance, il n'y a rien de mis en place. Madame Le Golvan, ça répond à votre question? Oui, ça répond. Enfin, effectivement, à date, il n'y a pas de communication de la part de la caisse et même la Fédé est en attente d'informations sur toute cette partie-là. Moi, j'ai interrogé une des caisses des congés payés là récemment pour un salarié dont le contrat de travail avait été rompu à la suite d'une inaptitude et le salarié commençait à réclamer un reliquat de congés payés. Je me suis rapproché de la caisse. Ils ont dit bah, pour le moment on n'a pas de position arrêtée, négocier et puis on verra ce qu'on paiera ou pas. Voilà. Ok. À suivre, donc. Ça va être à suivre. Voilà, ça rejoint la question d'Alexandra ensuite. Dans le cas des entreprises gérées par les CIBTP, savez-vous si toutes ces dispositions ont déjà été prises en compte? Alors, pour le passé, a priori, ils font vraiment du cas par cas, mais il y a a priori possibilité d'obtenir dans certains cas des prises en charge. Pour ce qui est des règles nouvelles depuis le 24 avril 2024, j'en ai pas la certitude parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir à le traiter directement, mais j'imagine et j'ose espérer qu'ils ont mis en place les nouvelles règles. Merci pour cette information. Je vous en prie. Autre question. Si un report des CP acquis avant un arrêt de travail intervient après un long arrêt de travail, peut-on envisager de les payer? Alors, non. En principe, non, mais on n'est plus vraiment sur une question de droit au repos ou à la santé quand beaucoup de temps s'est écoulé. Alors, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Pour autant, là, les dispositions légales françaises et les dispositions européennes sont extrêmement claires. On ne peut pas payer des congés payés, sauf rupture du contrat de travail. Donc, à mon sens, et votre approche est pragmatique, hein, si vous payez des congés en disant, bon, allez, on liquide, parce que là, sinon, on va jamais s'en sortir, on va de report en report, et ça devient ingérable. Bah, quand bien même vous aurez versé une indemnité compensatrice de congés payés, le salarié pourrait à tout moment vous réclamer en plus le bénéfice des congés que vous lui avez déjà payés. Donc, je comprends l'idée, mais malheureusement, d'un point de vue juridique et selon moi, ce n'est pas possible. Et un compte épargne-temps, les mettre en compte épargne-temps sans problème. Un compte épargne-temps, effectivement, ça peut être une bonne solution. Vous avez raison. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, hein, il y a un accord national interprofessionnel qui a été signé par certaines organisations syndicales il y a quelques semaines en arrière, qui prévoit la création d'un compte épargne-temps universel, un CETU. Et cet accord national interprofessionnel va a priori faire l'objet d'une transposition dans la loi là dans les prochains mois. Ce qui veut dire que toutes les entreprises devront désormais mettre en place un CET qui pourrait permettre, je vous rejoins, de régler ces situations. Le revers de la médaille de ça, c'est que si dans votre CET, vous autorisez les salariés à épargner chaque année la 5e semaine de congé payé, puisque à ce jour, on est limité à la 5e semaine de congé payé, un salarié qui est en arrêt de travail longue durée, s'il est malin ou bien conseillé, il va systématiquement épargner sa 5e semaine de congé payé pour échapper au mécanisme de purge qu'on a évoqué tout à l'heure,
en tout cas sur la 5e semaine de congé payé. Ouais. Bon, vous voyez, il y a des avantages et des limites. Ok, merci. Je vous en prie. Je n'ai pas compris à quel moment il était obligatoire ou non d'informer le salarié de ses CP acquis avant et pendant l'arrêt de travail. Donc, c'est effectivement au retour de chaque arrêt de travail qu'il faut délivrer cette information. Oui, le livre de chevet, je vous conseille autre chose. Mais donc, j'essaye de synthétiser sur la question de l'obligation d'information. Obligation d'information à chaque reprise du travail, ça c'est effectivement certain, mais certains congés payés vont pouvoir être purgés progressivement lorsque le salarié reste en arrêt de travail très longtemps. Mais effectivement, pour répondre de manière synthétique à la question, c'est à chaque retour d'arrêt de travail qu'il faut informer individuellement le salarié de l'étendue de ses droits à congés payés. Si je peux me permettre, je pense que ma question était oui. mal tournée, mais écouter et formuler sa question en même temps, c'est pas forcément facile. Je comprends. Et en fait, parce que moi j'avais bien compris ça, mais après quand on a avancé dans le PowerPoint, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'est parce que je sais pourquoi. Ouais. C'est parce que dans l'hypothèse numéro 2, on dit que la période de report commence à courir sans que l'employeur ait à informer le salarié sur ses droits. Ça. Ben oui, mais forcément, puisque là, dans ce cas-là, le salarié va rester en arrêt de travail pendant une très longue durée. Et donc, d'accord, parce que moi j'avais cru que c'était qu'en fait on devait informer. Bon, je sais plus en fait. Je crois que la fin, j'étais un peu perdue avec toutes les informations qu'on a eues. Je pense qu'il va falloir que je potasse un petit peu. Oui, c'est effectivement extrêmement Pour les têtes reposées. Technique et une hypothèse ne fait pas l'autre. Et c'est difficile de dégager des solutions générales. Il va vraiment falloir faire du cas par cas en fait. D'accord. Oui. Oui, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas à quelle heure il est. Il est 52, effectivement. Alors, sur la question des prescriptions, on a, je le disais, une clarification partielle des règles de prescription. Alors, pourquoi c'est important les règles de prescription? C'est quand un salarié va réclamer un reliquat de congé payé. L'une des armes de l'entreprise pour échapper au paiement de ce reliquat de congé payé, c'est d'opposer la prescription. Donc, ce reliquat de congé payé, il va pouvoir être sollicité dans 2 situations. Premièrement, pour tous les arrêts de travail d'origine non professionnelle qui, antérieurement à la loi, n'ont pas fait l'objet d'une acquisition de congé payé. Parce que avant la loi, c'était pas obligatoire et que les entreprises ont de toute bonne foi appliqué les dispositions légales de l'époque. Et puis là, aujourd'hui, les salariés viennent dire « Ah bah oui, mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle loi et que je pouvais réclamer quelque chose ». Et puis, ces reliquats de congés payés pourront être sollicités aussi par les salariés pour ceux qui ont été en arrêt de travail d'origine professionnelle pendant plus d'1 an et auxquels, à l'époque, on avait crédité des congés payés pendant 12 mois et puis on avait cessé de créditer des congés payés au bout de 12 mois. Là, en application des dispositions légales nouvelles qui rétroagissent encore une fois, eh bien là, les salariés vont pouvoir réclamer un reliquat de congés payés. Donc, quand est-ce c'est dans ces cas-là que je vais pouvoir opposer la prescription? Et pour savoir quel mécanisme de prescription, si je puis dire, même si juridiquement, c'est pas tout à fait exact ce que je dis là, mais peu importe, pour simplifier les choses, quel mécanisme de prescription je vais pouvoir opposer, il va falloir distinguer 2 situations. Première situation, le salarié qui vous réclame un reliquat de congé payé est encore salarié de l'entreprise au moment où il formule sa demande. Il est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise. Hypothèse numéro 1. Deuxième hypothèse, le contrat de travail du salarié a été rompu et après la rupture de son contrat de travail, le salarié vient retoquer à la porte de l'entreprise pour réclamer un reliquat de congé payé. Les règles ne vont pas être les mêmes. Première hypothèse, si le salarié est toujours inscrit dans les effectifs de l'entreprise. La loi DADU ne traite pas du tout
de cette question. En tout cas, elle ne traite pas cette question de manière expresse. Si le salarié est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise, s'il réclame un reliquat de congés payés, il va demander à ce qu'on lui recrédite des congés payés, puisqu'on ne peut pas lui payer. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, sauf si le contrat de travail est rompu, pas possible de payer les congés payés. Donc, en fait, sa demande va se rattacher à ce qu'on appelle dans notre jargon l'exécution de son contrat de travail. Or, en matière de prescription, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail se prescrivent par 2 ans. Donc, de notre point de vue, en tout cas, c'est la position qu'on a retenue au cabinet et qu'on défend depuis plusieurs mois, c'est que toutes les demandes relatives à un reliquat de congés payés formulées par des salariés qui sont encore inscrits à l'effectif de l'entreprise se prescrivent par 2 ans. Et d'ailleurs, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Reims en fin d'année dernière qui va dans ce sens-là. La loi Dadu, je le disais, n'aborde pas expressément cette question-là, mais elle introduit ce qu'on appelle un mécanisme de forclusion pour les arrêts de travail antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi qui n'ont pas donné lieu à l'acquisition de congés payés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que avant l'entrée en vigueur de la loi, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous ne créditiez pas de congés payés aux salariés qui étaient en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Et vous aviez raison, puisque la loi ne vous obligeait pas à le faire, sauf si vous aviez une convention collective plus favorable en la matière. Pour les salariés qui sont encore inscrits à l'effectif de l'entreprise, vous en avez peut-être certains qui vont se réveiller aujourd'hui en vous disant « mais dites donc, moi en 2021, j'avais été en arrêt de travail et à ce moment-là, j'avais pas eu droit à des congés payés ». Bon, on va pouvoir leur opposer la limitation à 24 jours ouvrables, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on pourrait également leur opposer un mécanisme de prescription et ou de forclusion. Et c'est là que la loi Dadu est intéressante, puisque elle nous dit que pour les arrêts de travail antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, les salariés ont 2 ans pour agir en justice. Donc ça veut dire concrètement que les salariés encore inscrits à l'effectif de l'entreprise ont jusqu'au 23 avril 2026 pour saisir le conseil de prud'homme. S'ils ne saisissent pas le conseil de prud'homme d'ici là, au-delà du 23 avril 2026, ils seront ce qu'on appelle en notre jargon forclos, c'est-à-dire qu'ils se sont réveillés trop tard et qu'ils ne pourront plus obtenir judiciairement une condamnation de l'entreprise à leur recréditer des congés payés sur leur compteur. OK ? Ça, c'est le cas du salarié encore inscrit à l'effectif de l'entreprise. Donc, on se dit, c'est une bonne nouvelle, ce délai de forclusion de 2 ans, ça permet de sécuriser quand même les entreprises. Mais quelquefois, une bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise, c'est que la loi donne un délai de 2 ans aux salariés pour agir en saisissant le conseil de prud'homme, mais si le salarié le fait, ça veut dire alors qu'il pourra réclamer un reliquat de congés payés en remontant jusqu'au 1er décembre 2009, c'est ce que la loi prévoit expressément, voire jusqu'en 2003, si l'entreprise en question est assimilée à une autorité publique, c'est notamment les entreprises délégataires de services publics, notamment dans les transports routiers de voyageurs. Donc certes, ils ont que 2 ans là pour agir, un peu moins de 2 ans maintenant, il leur reste 23 mois, mais s'ils agissent judiciairement dans ce délai-là, ils vont pouvoir remonter sur une période extrêmement longue. 1er décembre 2009, si on se place à la date d'aujourd'hui, on parle de quasiment 15 ans en arrière. Hein. Il y a un point qui est en suspens sur la question de la prescription pour les salariés qui sont toujours inscrits à l'effectif, puisqu'on nous dit que pour les arrêts antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, ils ont 2 ans pour agir. Bon, ok. Nous, on considère que dans tous les cas, le délai de prescription s'établit à 2 ans, mais on ne connaît pas le point de départ du délai de prescription de 2 ans et non pas 2 mois. Il y a une coquille dans le support, je corrigerai. Pour les arrêts de travail postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, là, il y a un vide juridique à ma connaissance en la matière.
pour terminer, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe pour le salarié dont le contrat de travail a été rompu? À l'inverse du salarié encore inscrit à l'effectif, le salarié dont le contrat de travail a été rompu et qui va solliciter un reliquat de congés payés, il ne va pas demander à ce qu'on lui crédite des congés payés, il n'est plus membre de l'entreprise, il va demander à ce qu'on lui paye une indemnité compensatrice de congés payés, une ICPP, comme on dit dans le jargon. Donc en la matière, c'est une demande salariale, ce qui signifie, et l'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement va en ce sens-là, tout comme l'avis rendu par le Conseil d'État il y a quelques semaines, c'est une prescription de 3 ans qui trouve à s'appliquer. Alors, cette prescription de 3 ans, à mon sens, on peut même la raccourcir peut-être si le salarié a contresigné son solde de tout compte depuis plus de 6 mois et qu'il n'a pas dénoncé, voire même si on a transigé avec le salarié. Mais bon, c'est des cas spécifiques, je passe. Donc, ce que nous dit le Conseil d'État, c'est que la prescription en la matière est de 3 ans et que donc le salarié a 3 ans pour saisir le juge d'une demande de paiement d'une ICPP, indemnité compensatrice de congés payés, 3 ans à compter de quand? À compter de la rupture du contrat de travail. Mais c'est là que les choses se compliquent un peu et que c'est pas tout à fait clarifié. Ça rejoint peut-être la question qui m'était posée tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs incertitudes qui demeurent à ce jour sur le point de départ de cette prescription triennale. Puisque certes, le Conseil d'État nous dit c'est bien une prescription de 3 ans, mais il ne faut pas oublier que les dispositions de la loi Dadu ne remettent pas en cause le revirement de jurisprudence du 13 septembre, en particulier la 3e affaire du 13 septembre 2023, en application de laquelle la Cour de cassation a considéré désormais que le délai de prescription ne commençait à courir que sous réserve que l'employeur justifie avoir accompli toutes les diligences qui lui incombent légalement afin d'informer le salarié sur ses droits à congés payés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon? Ça veut dire que dans la 3e affaire du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a considéré que si un salarié n'avait pas été informé sur ses droits à congés payés, eh bien, l'employeur ne pouvait pas lui opposer le délai de prescription de 3 ans. Or, par définition, pour les arrêts de travail antérieurs au 24 avril 2024 et pour lesquels on n'avait pas crédité à l'époque de congés payés, parce que, encore une fois, c'était logique, c'était la réglementation applicable à l'époque, comme on n'avait pas informé le salarié, eh bien, je crains que on puisse soutenir que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir, ce qui signifierait concrètement qu'un salarié pourrait saisir le conseil de prud'homme, plus de 3 ans après la rupture de son contrat de travail. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais si vous êtes confronté à une situation comme celle-ci, à mon sens, on a une autre disposition dans le Code du travail qui permettra de limiter le montant des demandes et de la condamnation éventuelle, puisque l'article L3245-1 The recording has stopped. Nous dit à la fois que le salarié a 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour saisir le conseil de prud'homme, mais on a un deuxième alinéa qui nous dit que l'action en paiement des salaires se prescrit par 3 ans et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail. Donc ça veut dire que certes, si on articule les nouvelles règles légales, les règles existantes sur la prescription et la 3e décision du 13 septembre 2023, il est à craindre qu'un salarié puisse saisir le conseil de prud'homme d'une demande de reliquat de congés payés, paiement d'une ICPP au-delà des 3 ans suivant la rupture de son contrat de travail, mais en tout état de cause, de mon point de vue, en application du 2e alinéa de cet article du Code du travail, il ne pourra remonter que sur les 3 années qui précèdent la rupture de son contrat de travail pour regarder ces éventuels arrêts de travail qui n'ont pas donné lieu à des congés payés. Ce qui veut dire concrètement que, certes, la prescription est plus longue pour un salarié dont le contrat de travail a été rompu, 3 ans, mais lui, il ne pourra pas remonter plus de 3 ans
avant la rupture de son contrat de travail, alors même qu'on l'a vu tout à l'heure, pour un salarié qui est encore inscrit à l'effectif, lui, il pourra remonter jusqu'au 1er décembre 2009. Et là, c'est un peu une bizarrerie de la loi qui commence d'ailleurs à faire l'objet de critiques dans le milieu doctrinal, c'est-à-dire ceux qui font de la recherche, les universitaires, en disant que la loi introduit en quelque sorte une rupture d'égalité de traitement entre les salariés et que cette rupture d'égalité de traitement serait critiquable d'un point de vue juridique. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Ça y est, c'est fini, vous pouvez souffler. Oui, alors je les reprends. Merci pour toutes ces infos. Il faudra en effet relire le PowerPoint car tout cela me semble bien complexe, je vous le confirme. Nous avons une salariée en arrêt maladie depuis moins un an. Ok. Mais dans quelle hypothèse peut-on remonter jusqu'à 2009 en ce cas? Pour moi, ne pourront remonter jusqu'au 1er décembre 2009, enfin, ne peuvent remonter jusqu'au 1er décembre 2009 que les salariés qui sont encore inscrits à l'effectif de l'entreprise. Je pense que ça recoupe la même question que tout à l'heure. Oui, en fait, on se posait la question de cette histoire de prescription, de point de départ, dès lors qu'il n'y a eu aucune information, que ce soit un salarié toujours inscrit ou pas. Est-ce que la prescription a pu commencer à courir dès lors que le salarié n'a jamais été informé de ses droits? Alors, à mon sens, si le salarié n'a jamais été informé de ses droits et qu'il est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise, pour les arrêts antérieurs au 24 avril 2024, je vais pouvoir me prévaloir du mécanisme de forclusion, puisqu'on me dit il a 2 ans pour agir. Donc s'il n'agit pas dans les 2 ans, c'est-à-dire d'ici le 23 avril 2026, même s'il a à aucun moment été informé sur ses droits à congés payés, il sera forclos. Par contre, vous avez raison, la question va se poser du point de départ de la prescription de 2 ans pour un salarié encore inscrit à l'effectif pour un arrêt de travail qui aura débuté à compter du 24 avril 2024. Et de la même façon, le point de départ du délai de prescription de 3 ans, cette fois-ci, pour le salarié dont le contrat de travail a été rompu, là, c'est source de discussion. Moi, je pense qu'on va nous soutenir et que la Cour de cassation ira dans ce sens-là, que le point de départ, que la prescription n'a jamais commencé à courir, pardon. Donc, le salarié pourra saisir à tout moment le Conseil de prud'homme. Par contre, dans le quantum de ces demandes, il sera limité sur les 3 années qui précèdent la rupture de son contrat de travail. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que pour un salarié qui est toujours inscrit à l'effectif, pour tout ce qui concerne son antériorité, si on se place aujourd'hui au 24 avril 2024, il a 2 ans pour faire régulariser sa situation auprès de l'employeur. Et ensuite, à compter du 24 avril, là, on raisonne différemment. Il pourra toujours demander si l'employeur n'a pas mis sur les compteurs quand il était en arrêt les 2 jours par mois. À ce moment-là, il pourra toujours agir, mais avec la possibilité de le faire dans les 2 ans parce qu'on sera dans le cadre de l'exécution du contrat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends les choses, avec il n'y a pas eu d'infos. Avec une interrogation sur effectivement quand est-ce que commencera à courir ce délai de 2 ans. Ouais. Est-ce que c'est à compter de l'information, de la nouvelle information individuelle? Est-ce que ça sera à compter du terme de la période d'acquisition? Là, pour moi, il y a une zone d'incertitude. Je ne sais pas répondre précisément. Ouais, c'est vrai, parce que on a beaucoup. Enfin, là, vous répondez, et je vous en remercie, à beaucoup de questions, mais je ne sais pas comment on va. J'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées, notamment, oui, par la revue fiduciaire, qu'il y a des incohérences. Par exemple, un salarié qui avait un arrêt de travail de moins d'1 an, il y a 3-4 ans, on va dire, il aura, pour les délais, pour les arrêts ultérieurs à ce premier arrêt inférieur à 1 an, pour les arrêts ultérieurs, il y aura une purge, mais pas pour le premier. Donc, on va se retrouver avec des droits à congés acquis il y a très longtemps qu'il va garder, alors que ceux qu'il aura acquis les périodes postérieures, il les aura perdus.
deux observations par rapport à ce que vous dites. Effectivement, moi j'ai pris connaissance aussi des questions qui ont été posées par la revue fiduciaire à la DGT, des réponses qui ont été formulées. Il y a plusieurs réponses que je ne comprends absolument pas et qui, à mon avis, sont infondées juridiquement. Sur la particularité là que vous soulignez, qui est vraiment une bizarrerie effectivement de la loi. Alors, je l'ai peut-être pas souligné tout à l'heure, mais ça me donne l'occasion de le faire. Merci. C'est qu'effectivement le mécanisme de purge ne peut trouver à s'appliquer en application de la jurisprudence communautaire que sur les CP acquis pendant un arrêt de travail. On ne peut en revanche jamais purger des congés payés acquis avant un arrêt de travail, et ce, de mon point de vue, en application de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis également, là, ma question, c'était sur les arrêts de travail lointains, mais inférieurs à la période d'acquisition, enfin à 1 an en fait, où eux, en fait, ils n'étaient oui. pas purgés. Et eux, ils sont jamais purgés, vous avez raison. Voilà. Donc voilà. Là, par exemple, je me retrouve avec une situation, un salarié qui a acquis des congés payés il y a 4 ans, bah, il va pouvoir les prendre, alors que tous ceux qui l'ont acquis depuis, bah, ils sont purgés. Et en fait, c'est incompréhensible. C'est-à-dire pour faire prendre ça. Bah oui, comme il aura gardé quelques congés, il répète ça. Ok. Il me reste 10 minutes. Madame Le Goldman, pour un salarié toujours en poste, il doit formuler sa demande juridiquement auprès du CPH ou auprès de l'employeur. Alors, il peut formuler sa demande évidemment, et en premier lieu, il va le faire auprès de l'employeur, mais tout dépend quand est-ce qu'il va le faire. La forclusion, elle va trouver à s'appliquer à partir du moment où le salarié ne saisit pas le conseil de prud'homme. Donc si dans un premier temps, le salarié vous écrit et vous réclame un reliquat de congé payé, il est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise, ça ne va pas avoir pour effet d'interrompre ce délai de forclusion de 2 ans. Il n'y a que la saisine du conseil de prud'homme qui pourra le faire. Alors, quelqu'un d'un peu filou vous dirait que si vous avez des demandes qui vous sont formulées dans quelques mois, si vous faites traîner un peu les choses, alors là c'est un peu tôt, mais dans plusieurs mois, si vous faites traîner un peu les choses, disant salarié, oh, bah, je sais pas, faut qu'on regarde, etc. Et vous laissez traîner jusqu'au 23 avril 2026, eh ben, le salarié n'aura pas saisi le conseil de prud'homme, trop tard. C'est déjà un peu plus clair. Merci. Pourrait-on avoir des modèles pour informer nos salariés? Une note rapide globale et le droit à CP individuel plus date de départ du délai de 15 mois. Alors, nous, on a élaboré des modèles en ce sens au cabinet, si vous le souhaitez. Merci pour cette intervention. Nous n'avons pas la partie 4, rétroactivité, citée en début de PowerPoint. Alors, non, c'est pas une partie, effectivement, en tant que telle, mais dans la partie 1 et dans la partie 2, vous avez la dernière sous-partie de chacune des parties 1 et 2 qui traite de la rétroactivité, justement. Quelle règle de valorisation des congés va s'appliquer aussi bien pour provisionner les CP que pour les verser à l'occasion d'une rupture? Alors, si votre question porte sur la règle du calcul du 10e de l'indemnité de congé, je l'ai effectivement, j'ai fait le choix de ne pas l'aborder parce que je craignais d'être vraiment trop juste dans le temps. La loi DADU prévoit une règle particulière puisque pour le calcul du 10e de l'indemnité de congé payé ou de l'indemnité compensatrice de congé payé, on nous dit que la rémunération du salarié ne sera prise en compte qu'à hauteur de 80%. Ce qui du coup permet 80% d'être cohérent par rapport aux 4 semaines de congé payé, qui est la limitation du droit à congé payé pour les arrêts de travail, pour les salariés en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Est-ce que ça répond à votre question? J'imagine que c'est Madame Barbieux.
Oui, mais quelle rémunération? Ah oui. Ah oui, la dernière ou celle de l'époque? Alors, celle de l'époque, c'est-à-dire qu'il faut se replacer à chaque, il faut se replacer au moment de la rémunération. Le salarié, pardon, je reprends. Le salarié vous formule une demande aujourd'hui au titre de différentes périodes précédentes. Il faut que vous regardiez à chaque fois quelle était la rémunération à l'époque où le salarié formule une demande de paiement de congé. C'est ce que je craignais, mais Ouais. Ou alors vous faites plus simple, vous prenez la dernière, mais ouais. du coup, ça sera peut-être plus favorable pour le salarié et donc moins favorable pour l'entreprise. Bon, après, ceci dit, si vous y passez 2 jours à faire les calculs, bon, vous voyez, il y a aussi l'utilité du temps à y passer, hein. Si un salarié est absent pendant 15 jours, comment on proratise 2,5 fois 15 divisé par 30? Alors non, on ne fait pas comme ça. Alors déjà, on ne fait pas 2,5 puisque s'il est absent pour une origine non professionnelle, c'est 2. On doit, dans ce cas-là, là encore, je ne l'ai pas abordé volontairement par manque de temps, on doit appliquer les règles d'équivalence qui sont prévues par le Code du travail. Donc là, il faut regarder si l'horaire de travail habituel du salarié est sur 5 jours et demi ou 6 jours par semaine. Et en fonction de comment se déroulent habituellement les horaires de travail, on va faire 2 multiplié par le nombre de jours d'absence et on va le diviser soit par 20, soit par 22, soit par 24 de mémoire en fonction de l'hypothèse dans laquelle on se trouve du nombre de jours habituels de travail au cours de la semaine. Et petite question, s'il y a une période, si le salarié est sorti de l'entreprise, on doit verser l'ICPP, qu'il y a eu une période maladie, une période acquisition de CP sur le travail. On va faire 2 calculs au prorata, c'est ça? Alors, la DGT s'est prononcée, je crois, là-dessus en disant effectivement, je fais 2 calculs distincts et j'additionne les 2 calculs et c'est sur la somme qui résulte de l'addition que j'appliquerai la règle de l'arrondi. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur effectivement la question qui était posée par, là je vois dans le chat, par Réunion, parce que je me dis, est-ce qu'on n'attend pas la fin de période d'acquisition pour voir si le salarié a acquis 24 jours avant de faire ce calcul? Alors, vous avez raison, c'est une bonne question. La DGT nous dit que, enfin, eux, ce qu'ils préconisent, c'est d'appliquer la règle d'équivalence au mois le mois. Donc là, comme dans l'exemple qui est posé. Pour ma part, c'est pas ce que je recommande pour 2 raisons. La première, c'est que la jurisprudence classique, constante, et notamment il y a un arrêt de l'Assemblée plénière qui date des années 80 en la matière, qui nous dit que les règles d'équivalence doivent s'apprécier au terme de chaque période de référence, et non pas au mois le mois. Et donc, moi, ce que je préconise plutôt, c'est effectivement de faire une application des règles d'équivalence au terme de chaque période de référence. Alors, ça n'empêche pas qu'au mois le mois, on va peut-être créditer des congés payés aux salariés en appliquant la règle d'équivalence, mais qu'au terme de la période de référence, il va falloir revérifier que l'application de la règle d'équivalence sur la totalité de la période de référence conduit bien au même calcul et, le cas échéant, régulariser. Que ce soit en positif ou négatif? Que ce soit en positif ou en négatif, tout à fait. Très bien, merci. À mon sens, il n'y a pas de difficulté pour procéder de cette façon-là. La seule difficulté à laquelle vous pourriez vous trouver confronté, c'est de devoir l'expliquer aux salariés, du coup. C'est ça. Bon, j'espère que c'est plus clair malgré tout. J'ai bien conscience du caractère très technique de ces nouvelles dispositions légales. Ça l'est également pour moi, hein, je vous rassure. Il y a beaucoup de zones d'ombre encore aujourd'hui. J'espère néanmoins que vous y voyez un petit peu plus clair et que
ce temps d'échange et d'information pour vous aura été utile. Je vais faire passer le support que vous aurez. Voilà, bien sûr. Alors, effectivement, ça dépend comment on voit les choses. Soit on voit le verre à moitié vide, soit on le voit à moitié plein. Cette loi, elle était nécessaire, elle a le mérite d'exister, elle est imparfaite, c'est certain, sur un certain nombre de mécanismes, parce que on a des mécanismes de limitation, mais qui sont assez limités eux-mêmes, c'est certain. Elle est imparfaite parce qu'elle est trop technique, de mon point de vue. Elle est imparfaite aussi parce qu'elle ne couvre pas toutes les hypothèses. Mais c'est un premier jalon. Peut-être d'ailleurs que dans quelques mois, le législateur reverra sa copie et viendra compléter. On attend une loi très importante, qui est la loi Pacte 2 à l'automne. Peut-être qu'ils profiteront aussi de cette loi Pacte 2 pour venir corriger un certain nombre de dispositifs de la loi DADU. Voilà, il va falloir composer avec. Dites-vous également que si c'est technique pour vous, ça l'est d'autant plus pour les salariés. Et que la bonne compréhension de ces nouvelles dispositions par les salariés est loin d'être assurée. Ce qui, à mon avis, va aussi peut-être permettre de limiter les demandes. Pas tous. Merci. Au revoir.